les choses doivent démarrer. Alors, ce qu'il me revient de faire ici, et j'espère pouvoir le faire en un temps réduit tout en étant clair, c'est de présenter un petit peu le décor, le cadre dans lequel va se dérouler cette discussion sur le nouveau cadre de transfert des données entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que cette photo dans laquelle Joe Biden et Ursula von der Leyen se serrent la main est assez connue. C'est le moment où l'on s'est mis d'accord, en tout cas politiquement, en mars 2022, pour conclure pour mettre en place un nouveau cadre permettant de transférer des données vers les États-Unis avec un fondement juridique qui soit suffisamment sûr pour les entreprises qui se livrent à ces transferts. Alors, ce que vous voyez ici sur ma slide, c'est quand même que cette histoire des transferts de données entre l'Europe et les États-Unis, elle est relativement compliquée, elle est relativement troublée, puisque ce nouvel accord, il vient après 2 invalidations dont nous allons reparler. Et ce que je vais essayer de faire ici de manière relativement rapide, c'est d'expliquer ce qui s'est passé depuis environ 25 ans, que l'on se préoccupe de ces transferts de données et que l'on voudrait faire en sorte que les citoyens européens dont les données sont collectées et transférées aux États-Unis puissent compter sur des garanties suffisantes, alors même que la législation américaine est très différente de la nôtre et que nous autres Européens, à bien des égards, nous estimons qu'elle ne nous apporte pas des garanties qui sont jugées suffisantes. Alors, 2 choses d'abord à propos des textes européens qui protègent les données personnelles. Aujourd'hui, c'est le RGPD qui gouverne tout cela, mais bien avant le RGPD, dès 1995, nous avions en droit de l'Union européenne des dispositions qui découlaient de la directive de 1995 qui mettait en place un cadre juridique dans lequel les transferts de données pouvaient avoir lieu à des conditions jugées satisfaisantes pour les Européens. Ce qui était dit dès 1995 dans la directive, c'est qu'il était possible de transférer des données personnelles vers des pays extérieurs à l'Union européenne dès lors qu'il était établi, avéré, que ces pays tiers présentaient des garanties, donc disposaient d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. Et bien évidemment, il revenait dans ce cadre à l'Union européenne et notamment à la Commission de s'assurer que les pays destinataires de ces données procuraient des garanties adéquates et, si tel était le cas, de prendre une décision d'adéquation, le principe étant dès 1995 que lorsque la Commission européenne décide que la législation d'un pays tiers fournit des garanties suffisantes, donc peut faire l'objet d'une décision d'adéquation, et bien à ce moment-là, l'ensemble des États membres de l'Union européenne doit s'incliner et accepter les transferts de données vers ce pays tiers bénéficiaire d'une décision d'adéquation. Donc dès lors qu'il y a une décision d'adéquation de la Commission, on peut transférer les données vers ce pays et le fondement juridique est acquis. En revanche, celui qui veut transférer des données vers un pays tiers à l'Union européenne qui ne fait pas l'objet d'une décision d'adéquation de la part des autorités de l'Union, donc de la Commission européenne, eh bien, celui qui veut transférer ces données doit, à ce moment-là, s'assurer lui-même, contractuellement, que ceux qui vont réceptionner les données dans le pays d'accueil vont respecter un certain nombre de garde-fous, de garanties, donc ce que l'on appelle des clauses contractuelles standards qui établissent
ces garde-fous de manière à faire en sorte que les garanties qui ne sont pas offertes par la loi du pays d'accueil sont bien présentes dans les conditions contractuelles qui encadrent le transfert des données vers le pays tiers concerné. Alors ce système qui a été mis en place dès 1995 dans la directive, il a été globalement repris lorsque l'on a adopté le RGPD et l'on a dit, voilà, il faut nécessairement une décision d'adéquation de la Commission pour transférer les données vers un pays tiers. Et s'il n'y a pas de décision d'adéquation concernant le pays tiers concerné, eh bien, il faut trouver d'autres types de garanties, à commencer par ces fameuses clauses contractuelles standards qui doivent être prévues pour réaliser le transfert. Alors, dans ce contexte-là, plusieurs décisions d'adéquation concernant les États-Unis se sont succédées. La première concernait ce que l'on a appelé le programme de Safe Harbor, qui a été mis en place en 2000, à la suite d'un accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Les autorités américaines, et notamment le Department of Commerce, avaient établi des principes, surtout 7 principes de base, que les entreprises voulant transférer des données aux États-Unis s'engageaient à respecter. Et donc ces entreprises, il y en avait énormément, il y avait, là je cite dans ma slide un certain nombre d'entreprises technologiques, mais dès le départ, il y a eu, je ne sais pas, des entreprises comme Coca-Cola par exemple, qui transféraient des données depuis l'Europe vers les États-Unis et qui s'étaient auto-certifiées dans le cadre de ce programme de Safe Harbor en disant oui, nous respectons les principes élaborés par le Department of Commerce et dans ce cadre-là, eh bien, nous fournissons des garanties à tous ceux dont les données sont collectées. Alors, dans ce contexte dans lequel les entreprises s'auto-certifiaient, la Commission européenne avait accepté d'adopter une décision d'adéquation, ce qui a permis à beaucoup d'entreprises, à partir de l'an 2000, de transférer massivement des données aux États-Unis. Il y avait déjà à l'époque des critiques. Pourquoi ? Parce qu'on disait, mais on est sur un système d'auto-certification. Donc les entreprises disent, oui, on respecte les garanties, on respecte les garde-fous, mais les contrôles, disait-on, sont insuffisants et les autorités américaines n'investiguent pas suffisamment pour s'assurer que les entreprises qui font des transferts respectent vraiment les garanties prévues. Donc il y avait des critiques, mais les choses restaient en l'état. Est arrivé ce que vous savez, à savoir, en 2013, un coup de tonnerre avec les révélations d'Edward Snowden, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais globalement, Edward Snowden nous dit, mais la NSA, les autorités américaines, surveillent massivement les communications des citoyens américains, mais aussi les communications des citoyens de pays tiers, et ce, de l'Union européenne. Alors, il y avait notamment en ligne de mire ce programme qu'on appelle le programme PRISM. Donc là, vous avez une liste des entreprises qui se sont associées à ce programme PRISM, donc qui collaboraient avec la NSA pour lui transmettre des données. Vous voyez qu'il y a Microsoft, Google, Facebook, YouTube, Skype. Donc, évidemment, tout cela a fait scandale, vous le savez, et tout cela a fait le scandale autour de 2 outils législatifs qui sont utilisés aux États-Unis et dont on va parler un peu plus tard, mais pour justifier les transferts, à savoir la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui permet à la NSA de conduire des programmes de surveillance, alors sur autorisation d'une juridiction spécialisée qui
approuve annuellement les programmes de surveillance, mais qui approuve de manière globale ces programmes de surveillance sans avoir à se prononcer sur, par exemple, l'identité des personnes qui sont surveillées. Autrement dit, la Foreign Intelligence Surveillance Court donne une sorte de blanc-seing aux autorités de surveillance américaines qui ensuite, à partir de l'autorisation obtenue, font un petit peu ce qu'elles veulent. Et ça suscite évidemment chez nous beaucoup d'émotions. L'autre disposition qui trouble beaucoup les Européens, c'est l'Executive Order 12333 qui permet, là encore à la NSA, de surveiller des communications qui se déroulent à l'étranger, alors avec par exemple des boîtiers que l'on va placer sur des câbles sous-marins dès lors qu'ils sont sous le contrôle des États-Unis, qui vont permettre d'intercepter un certain nombre de communications. Alors, tout cela perturbe beaucoup les Européens et a beaucoup perturbé quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler, Maximilian Schrems, qui, dès les révélations d'Edward Snowden, a entrepris de contester les pratiques de transfert des données vers les États-Unis et s'est attaqué notamment à Facebook. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce contentieux qui est connu, mais Schrems a commencé par attaquer Facebook dès 2013, dans la foulée des déclarations d'Edward Snowden. À l'époque, il était étudiant. Et il a obtenu, en 2015, une redécision absolument retentissante, puisqu'il a obtenu purement et simplement l'invalidation par la Cour de justice de l'Union européenne de l'accord de Safe Harbor, puisque la Cour de justice a dit oui, effectivement, au regard de ce que l'on a appris, notamment en 2013, depuis 2013, il apparaît bien que les États-Unis ne fournissent pas un niveau de protection suffisant des données personnelles des citoyens européens et donc que la décision d'adéquation n'aurait pas dû être adoptée sans une étude beaucoup plus approfondie du droit des États-Unis et des pratiques américaines. Donc, premier succès pour Max Schrems, en 2015, invalidation du Safe Harbor. Dans la foulée, les États-Unis et l'Union européenne se mettent d'accord pour un nouveau cadre qu'on va appeler le Privacy Shield, qui rentre en vigueur en 2016, avec toujours des principes plus contraignants pour les entreprises. Ce qui ne va pas décourager Max Schrems, qui va poursuivre son contentieux en disant de toutes les façons, décision d'adéquation ou pas, même les clauses contractuelles standards ne suffisent pas compte tenu des pratiques de surveillance américaines. Et il va obtenir dans ce cadre l'invalidation du Privacy Shield adopté en 2016, et c'est une décision qui date de 2020. 16 juillet 2020, donc le nouveau cadre est invalidé, et à partir de là, les entreprises n'ont plus qu'un seul fondement pour pouvoir transférer des données aux États-Unis, ce sont les fameuses clauses contractuelles standards par lesquelles on doit apporter des garanties supplémentaires que n'offre pas la législation américaine, mais que les destinataires des données doivent pouvoir contractuellement s'engager à apporter. Et dans ce cadre-là, les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de difficultés. Je ne vais pas m'étendre sur la condamnation de Meta en mai dernier à payer une amende de 2 milliards d'euros, mais c'est précisément sur ce fondement, c'est-à-dire que l'on a dit à Meta, vous ne pouvez pas, avec vos simples clauses contractuelles standards ou clauses contractuelles type, transférer des données aux États-Unis, vous n'êtes pas en conformité avec le RGPD. Et c'est là, maintenant, qu'arrive le nouveau cadre avec de nouvelles garanties adoptées par
les Américains, dans le cadre d'un executive order qui a été signé par Joe Biden il y a un peu plus d'un an, en octobre 2022, dans lequel il dit, eh bien, très bien, les Européens ne sont pas satisfaits par les garanties apportées par la législation américaine, et donc on va imposer de nouvelles contraintes aux autorités de surveillance. On va en discuter dans quelques minutes avec Christiane Ferral-Schul, mais globalement, l'idée, c'est que les activités de surveillance doivent désormais être réalisées dans le respect de principes de nécessité et de proportionnalité, avec un certain nombre de principes que doivent respecter les agences de surveillance. Et puis, autre aspect de cet executive order, eh bien, le fait que désormais, les citoyens européens ont véritablement un droit de recours qu'ils peuvent exercer devant certaines autorités. Alors, il y a d'abord l'officier de protection des libertés civiles devant lequel on peut exercer un recours, mais on crée aussi, dans cet executive order, une nouvelle juridiction qui va examiner les éventuels recours des citoyens européens. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on se dit, tiens, à partir des nouvelles garanties apportées par l'executive order, il est possible d'avoir une nouvelle décision d'adéquation. Et c'est ce qu'a fait la Commission le 10 juillet dernier, puisqu'elle a dit, très bien, on a de nouvelles garanties qui sont apportées par la législation des États-Unis, avec notamment ce nouveau droit de recours exercé devant une juridiction et au profit des citoyens européens, avec quand même, et je tiens à le préciser parce qu'on va pouvoir en parler, des réserves. Par exemple, le Comité européen de protection des données qui a dit, très bien, il y a de nouvelles garanties, mais tout cela est quand même pas complètement satisfaisant, ne serait-ce que parce que la fameuse section 702 que j'ai évoquée tout à l'heure et qui permet d'autoriser les programmes de surveillance de la NSA, elle n'est pas modifiée, elle doit être renouvelée avant le 31 décembre de cette année. On va en parler, elle devrait être prolongée. Et donc, certains disent, et ça a été le cas ici du comité, mais d'autres voix qui se sont fait entendre, ce ne serait pas suffisant, c'est-à-dire l'executive order ne serait pas suffisant tant que la section 702 est toujours en place et permet d'autoriser des programmes de surveillance sans contrôle suffisant de ce que fait la NSA. Alors, aujourd'hui, eh bien, on s'attend à un nouveau recours. Vous voyez ici dans ma slide un propos de Max Schrems qui dit de toute façon, la Commission européenne fait toujours la même chose et c'est toujours en violation des droits fondamentaux des citoyens. Donc on va certainement avoir un nouveau contentieux sur ce sujet. Je m'arrête là, j'ai déjà été trop longue. Merci Florence Gzell.